Merci beaucoup, Léna. On prend une dernière intervention, 5 minutes, sur vos réactions, Adrien, du côté d'Asmae. Et puis après, on va écouter ce que les uns et les autres vous avez répondu sur qu'est-ce que ça serait l'audace là, dans cette situation. Merci Martin, bonjour à tous et aux collègues, anciens collègues qui sont présents. Donc merci de donner la parole au petit pousset du panel Asmae, plutôt organisation de taille moyenne, petite ou moyenne, 10 millions d'euros de budget, 60 000 bénéficiaires, on travaille dans 8 pays, 7 à l'international et aussi en France. Ce que je voudrais dire, c'est que les 30 glorieuses, on les a connues, même les 5 glorieuses, les 5 dernières années, avec une augmentation de notre volume opérationnel multiplié par 2 sur l'international, une ouverture de pays, un investissement important réalisé dans la qualité de notre action, dans les politiques internes, dans les mécanismes de redevabilité, de suivi et évaluation. Et on est arrivé à un moment où on se disait, on pense qu'on est bien, on est compétitif entre guillemets parce qu'on voit qu'on arrive à répondre et à obtenir des financements publics, privés, compétitifs, mais aussi dans la capacité de travailler avec d'autres en consortium, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Et donc, effectivement, on a senti arriver à partir de 2023 et les difficultés au Sahel, un plafond, notamment en termes budgétaires et de capacité à agir dans un certain nombre de pays. Donc, réagir, c'est réagir dans ce contexte-là de clôture d'un plan stratégique et de réflexion sur un futur plan stratégique. Alors, nous, chez Asmae, je dirais qu'on a plutôt une culture de l'adaptation permanente plutôt que des grands revirements stratégiques. C'est comme ça que l'association a évolué. Je peux essayer de faire le petit screening d'Asmae par rapport au choix stratégique que vous avez évoqué. Sur la question de la posture internationale, je dirais qu'on a le sentiment d'avoir fait une certaine partie du chemin qui est un peu inscrite dans l'ADN d'Asmae, puisque une grande partie de notre action est déjà localisée. On travaille avec des équipes nationales dans les pays. On n'a pas peu d'expatriés. Parmi les voies encore de progrès pour les prochaines années, ce sera d'être 100% sur du staff national. Et on a plutôt une histoire de création de partenariats le plus équilibré possible avec nos partenaires dans les pays du Sud. Je dis les plus équilibrés possibles parce qu'on a tous des angles morts, des choses qu'on ne voit pas. Et c'est pour ça que je trouve intéressant que la question de la décolonialité arrive, parce que pour nous, chez Asmae, on a le sentiment, je pense, de plutôt bien travailler sur ces sujets-là. Ça nous met face à une question qui est qu'est-ce qu'on n'a peut-être pas vu dans notre manière de faire et qu'il faudrait qu'on prenne mieux en compte dans nos prochaines stratégies, notamment sur la question partenariale, en évoluant d'un renforcement de capacité et d'un renforcement financier d'acteurs locaux sur des logiques projets, peut-être plus à des relations de partenariat stratégique dans les pays, en mixant le soutien à des structures plutôt petites, de taille moyenne, et peut-être aussi des structures plus importantes avec lesquelles on peut être dans une relation, j'imagine, peut-être plus équilibrée. On ne cherche pas à avoir des relations déséquilibrées, mais on se dit que ça fait quand même aussi un peu partie de ce qu'on ne voit pas parfois, et de faire évoluer nos modes de collaboration, c'est-à-dire davantage aller chercher des financements ensemble, davantage prendre la parole quand c'est possible politiquement pour mener un travail d'influence, et agréger d'autres compétences, d'autres acteurs sur nos actions qui concernent les enfants et les jeunes. Donc, le travail sur la localisation, il y a une question aussi qui pourrait se poser, c'est celle de se dire, chez Asmae, on a des bureaux pays, est-ce qu'on veut aller vers des structures autonomes localement? Je ne suis pas sûr qu'on soit prêt à répondre à cette question. C'est pour ça que c'est intéressant que vous formalisiez un certain nombre de choses. Je pense que ça fait partie des sujets qu'il faut pouvoir mettre en dialogue, mettre en discussion avec nos partenaires, avec nos équipes dans les pays, mais aussi avec notre gouvernance et les membres de notre CA. Vous l'avez dit tout à l'heure, tout le monde ne part pas du même endroit pour aborder ces sujets qui peuvent nous remettre en question assez fortement.
Sur la partie internationale, nous, on a plutôt l'idée d'assumer le fait qu'on est une ONG française en n'en mettant pas trop et surtout en nous adaptant au terrain, notamment au Sahel où là, on ne met pas la tête de Sœur Emmanuel sur les logos, sur les voitures, sur les t-shirts, etc. Donc en termes de gouvernance, je pense qu'il y a des sujets qui peuvent être approfondis. Sur la mobilité, je vous le disais tout à l'heure, je pense qu'on ne prend pas beaucoup l'avion. La plupart de nos équipes sont sur place. Il y a toujours des marges de progrès, notamment sur les collaborations en visio. Ce qu'on fait, à la fois pour le renforcement des partenaires localement, mais aussi l'accompagnement et le renforcement de nos équipes dans les pays. Voilà, donc ce sont des sujets qui nous télescopent. Ce n'est pas toujours évident de prendre le recul, et c'est pour ça que votre travail a une valeur importante. Quand on est dans une structure assez orientée terrain, opération, on a tous la tête dans nos budgets et dans nos projections budgétaires 2029-2030, et de pouvoir faire un pas de côté pour se poser ces questions sur les mouvements de fond du secteur. Voilà, et je dirais que la dernière question, c'est est-ce qu'on est sûr de prendre tous ces sujets suffisamment à la bonne hauteur pour ne pas un jour se retrouver dépassé par un de ces sujets. Donc notre posture, nous, c'est plutôt d'agir sur l'ensemble de ces sujets de manière progressive. Merci beaucoup pour cette conclusion, Adrien. Merci pour les 3 réactions, parce que ça montre comment avec des profils d'organisation très différents, là, ces questions vous bousculent. Ce qu'on voulait faire, c'était on s'est dit on va partir d'un mot qui est l'audace, ça serait quoi dans ce moment face à ce mur de remise en cause, ça serait quoi être audacieux, soit pour notre organisation, soit pour le secteur. Donc vous avez évoqué des choses et on voulait voir ce que vous aviez répondu dans la salle et puis que Anna puisse nous dire ce qui est sorti et puis que là-dessus on puisse en discuter. Je ne sais pas si vous voulez rester là ou si vous voulez vous remettre à votre place, comme vous voulez. Si vous êtes bien là, vous pouvez, comme vous voulez. Anna, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui est sorti pour lancer la discussion sur ce sujet-là ou pas encore? Deux minutes. Alors, animation pendant 2 minutes. Peut-être avant. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Florence Domas, je suis la vice-présidente de l'association SCD, le service de coopération au développement. Alors nous, on est une petite association, encore plus petite à Smaé. On a une dizaine de salariés et le budget annuel, c'est 1,5 million. Et c'est vrai qu'on est dans un secteur qui est très particulier, qui est le secteur du volontariat, qui est donc un statut législatif propre. Et donc on dépend principalement des financements d'État. Et en fait, donc, tout ce que vous avez présenté là cet après-midi nous parle encore plus parce qu'on a déjà, on n'a pas attendu en tout cas que tout se casse la figure pour avoir cette réflexion sur notre parole politique, sur notre parole stratégique, enfin, et notre posture organisationnelle et surtout aussi notre modèle de financement. Sauf que là, et justement, Jean-Martial vous en parlait tout à l'heure, nous on a appris hier, enfin début de semaine, que justement les coupes budgétaires qui sont annoncées, alors non seulement dans l'APD, mais pour la première fois dans le volontariat, vont nous percuter de plein fouet, puisqu'en fait, donc, ça passe de 28 millions à 18 millions d'euros pour le volontariat. Je vous laisse faire la comparaison avec les 3,3 milliards dont vous parliez pour la défense. Et nous, en fait, c'est carrément la survie de nos petites associations qui sont en jeu. Puisque, en fait, pour nous, pour la première fois, le ministère nous impose des quotas de volontaires à avoir sur le terrain pour 2026. Et en gros, si jamais donc, on suit leurs quotas sur les volontaires à envoyer sur le terrain, ça veut dire qu'en 2026, on n'envoie plus personne.
Et pour les volontaires de réciprocité, donc c'est-à-dire que le volontariat s'est ouvert à la réciprocité en 2021, et ça veut dire qu'on ne peut plus faire venir qui que ce soit non plus l'année prochaine. Donc nos 10 salariés, là, c'est vrai qu'on est dans une situation où on se pose la question de comment survivre. Alors en plus du modèle économique, là on est vraiment dans le questionnement. Donc c'est une forme de sidération et de comment survivre, comment passer l'année 2026 avec ces coupes où effectivement nous on dépend vraiment de l'État, et donc c'est vrai qu'on se pose plein de questions de diversification. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? On est une association qui a aujourd'hui cette année 66 ans, et c'est vrai que la question c'est est-ce que le gouvernement veut finalement mettre à bas 60 ans, plus de 50 ans en tout cas de politique de solidarité internationale dans le volontariat, et principalement aussi auprès de ces jeunes, et d'un engagement citoyen auprès de ces jeunes. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci pour cet exemple très concret et très alarmant. Est-ce que on passe à... C'est bon, Anna? Ouais. Est-ce que tu peux nous dire, Anna, ce qui est ressorti? Ah, ça n'a pas marché. On s'est dit, si ça ne marche pas, on fera comme ça. Donc c'est peut-être ce qu'on va faire, mais on voulait quand même... Ah, ça a marché? Ok. Alors on te laisse... Alors, pour information, en fait, ça a fonctionné. C'est juste qu'il y avait 2 temps dans le petit sondage. Vous avez pu rentrer vos réponses et moi, je les ai reçues. Et ensuite, il y avait potentiellement un temps pour voter. C'est pour ça que vous aviez des petits points. Mais donc, on a eu un peu plus de 25 réponses, je crois, qui ont été regroupées dans 6 groupes différents. Maud, est-ce que tu pourras les faire défiler? Donc, on a... tu peux cliquer sur le premier, on va les voir tous en revue. Donc, on a renforcé et repensé le collectif. Donc, sans grande surprise, beaucoup de volonté de mutualiser les forces entre les associations, de continuer de rassembler, mais de faire ça différemment en mobilisant notamment un peu plus le milieu universitaire, les sciences sociales, et redonner une place différente aux partenaires. Ensuite, on a un deuxième groupe. Tu peux monter. Humilité et humanité, donc réaffirmer les valeurs humaines, repenser l'engagement citoyen comme principe de base de la société. Donc l'idée de retour en arrière, de revenir à plus d'humilité et refonder nos valeurs et nos actions autour de l'humanité. Ensuite, on a un troisième groupe sur justement affirmer ses valeurs et son militantisme. Donc l'idée de renverser le capitalisme, s'imposer dans l'espace public, être fier de qui nous sommes en disant plus fort quelles sont nos valeurs, pourquoi on fait ça, et revendiquer notre identité. On a un quatrième groupe sur l'autocritique des organisations pour arriver à une rupture interne. Donc faire des choix courageux, renoncer et affirmer ce sur quoi on se concentre, ce pourquoi les ONG ont été créées, créer des ruptures en interne, remettre en cause la certitude de faire le bien et accepter le regard critique, oser se regarder en face, faire une autocritique, prendre ses responsabilités et accepter une éventuelle perte de l'identité qu'on connaît actuellement au profit de l'action et de ce pourquoi les organisations existent. Ensuite, un cinquième groupe sur repenser le modèle socio-économique en renonçant à la croissance financière, avoir des modèles économiques hybrides qui laissent plus de place au partenariat. Et voilà, donc repenser ce modèle économique en profondeur pour le transformer. Et alors, en fait, il n'y a que 5 groupes, mais des réponses qui sont arrivées un peu en retard, mais voilà, qui reprennent un peu les mêmes enjeux. Donc ne pas nier ses principes, donc affirmer plus fort ses valeurs, repenser la gouvernance des organisations en y intégrant les partenaires pour construire totalement avec eux, même si le financement reste descendant et traditionnel, réduire notre siège ou relocaliser, penser fonction utile et non pas poste ou personne, débattre en interne des transformations qu'on veut accompagner et remettre du politique dans nos choix stratégiques.
Donc voilà un peu les grandes catégories qu'on a pu trouver. Je ne sais pas si vous voulez dire un mot sur ça. C'est un peu tout ce qu'on a vu pendant l'étude. Donc, il y a pas mal d'introspection. Il y a beaucoup de choses sur regard critique un petit peu plus fort que ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Il y a pas mal de choses sur le collectif. Et donc, c'est une des choses qu'on a vues dans l'étude. Les organisations misent beaucoup sur le fait que le collectif puisse protéger, aider à repenser, etc. Et qu'en même temps, ce collectif, il est un peu en danger ou fragilisé. Il y a pas mal de choses sur affirmer les valeurs, ne pas lâcher sur le fait d'affirmer des valeurs. Donc c'est ce qu'on voyait tout à l'heure sur quel acteur politique vous êtes, c'est intéressant. Humilité, on l'a entendu aussi à l'URD, je trouve que c'est un terme intéressant quand on parle d'autocritique. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont écrit ou pas écrit et qui veulent dire ce qui pour eux est... ça serait quoi être audacieux pour vous dans tout ce contexte qu'on vient d'évoquer? Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole là-dessus pour ouvrir un peu le débat? Oui. Oui, bonjour Charlotte, je suis la déléguée générale de la plateforme des droits humains, qui est un collectif d'ONG en droits humains. Déjà, merci pour l'étude. Enfin, on avait pu moi, j'avais déjà assisté à une première restitution, j'avais déjà suivi. Non, juste pour donner un complément et témoignage, du coup, l'audace, enfin, en tout cas, par rapport au blocage ou aux adaptations qu'on a vues dans les ONG de droits humains, on a quand même des exemples de localisation réussie ou en tout cas d'aboutissement de localisation, puisqu'il y a des gouvernances qui sont de fait des gouvernances partagées. Typiquement, tournons la page. Je citais l'exemple la dernière fois, mais pardon pour la redite pour certains. Mais sur ces 15 administrateurs, il y en a 14 qui sont des partenaires locaux, enfin qui sont des personnes issues de la société civile locale, et qui, de fait, en fait, ça résout quelques-unes des difficultés sur comment on communique, sur quoi on communique et quels sont les mots et les projets politiques qu'on porte. Ben, en fait, ils sont au bureau, ouais, tout à fait. 100% du bureau, oui, tout à fait, pardon. Tout à fait. Et en fait, ça résout tous ces... Enfin, ça résout pas ces difficultés, parce que du coup, ça en crée d'autres, qui sont les tensions internes, enfin, voilà, et les disputes interculturelles, enfin, peu importe. Mais ça amène des projets qui sont construits réellement avec des acteurs de la société civile locale, donc ça répond réellement aux besoins locaux, et en plus, ça emploie les mots locaux et pas les nôtres qu'on transpose. Par contre, on est toujours... Et c'est peut-être la deuxième chose donc être ambitieux et audacieux, c'est pour repenser sa gouvernance, je pense, et les rapports de force qu'on a en interne. Et la deuxième chose, c'est comment on repense nos modèles économiques, ou en tout cas les façons de financer, parce que à l'inverse, une des relations très complexes qu'on a dans certaines fédérations de droits humains, je prends l'exemple de la FIACAT, la Fédération internationale des acteurs contre la torture, qui, du coup, eux sont aujourd'hui devenus presque des bailleurs au lieu d'être des fédérations de leurs ACAT, parce qu'ils reçoivent des financements, notamment, et les collègues de l'AFD sont là, notamment de l'AFD, qui ont des exigences de redevabilité extrêmement pointues pour nous, mais qui, du coup, deviennent des choses extrêmement pointues et hyper difficiles pour eux, qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils doivent rendre un compte sur un stylo, comme si on n'avait pas confiance, en fait. Et il y a aussi ce fonctionnement-là qu'il faut qu'on arrive à... Et je suis intéressée pour votre histoire de fond, du coup. Il y a aussi cette histoire de comment on arrive à protéger ou créer d'autres financements ou d'autres méthodes de financement, plutôt que de reproduire justement ces schémas hyper descendants qui viennent contredire la co-construction qu'on avait fait avant, en fait. Donc voilà, c'est deux petits témoignages. Merci beaucoup. Et donc il y a la question de repenser, refonder sa gouvernance, et puis la question du modèle économique. C'est intéressant parce que cette histoire de fonds intermédiaires, quand on parlait de localisation, etc., c'était beaucoup un exemple qui était mis en avant. Et beaucoup d'acteurs ont dit, attendez, en fait, on est en train de se repositionner en bailleur de nos partenaires locaux, et ça ne résout pas la question du rapport de force. Et en fait, ça nous met dans une position... On n'a pas résolu le problème avec cette question du fonds intermédiaire. Donc c'est un exemple intéressant. Être audacieux dans ce contexte... Nathalie Dupont, bon, j'ai eu plusieurs casquettes, mais actuellement, là, je vais parler peut-être au nom du CIEDEL, dont je suis trésorière. Bon, moi, je l'ai écrit, mais je voulais un petit peu le commenter. J'ai mis être audacieux, c'est accepter de perdre son identité. Alors, pas dans tous les cas, mais je crois qu'il y a une spécificité des ONG françaises qui sont d'être
Souvent parce qu'il y a eu un fondateur à la base extrêmement fier de ce qu'elles font, de leur précaré. Et vous avez vous-même noté qu'il y a très très peu jusqu'ici de mutualisation, de fusion, etc. Et la difficulté, mutualisation, fusion, c'est qu'en fait, quelque part, on fait au moins bouger son identité. Quelquefois, quand on fusionne, on doit changer son nom, on absorbe, ou on se mixe avec un autre conseil d'administration, où on perd le sien. Et puis mutualiser, c'est quelquefois accepter de perdre du personnel pour avoir un RH en commun, etc. Délocaliser, c'est aussi donner du pouvoir aux acteurs locaux et accepter de perdre des financements. Et effectivement, on essaye de garder le truc en disant on va faire des fonds intermédiaires, mais non, ça c'est encore une façon de garder du pouvoir. Donc je pense que la profonde question, et j'ai vraiment apprécié que beaucoup notent qu'il y ait toute cette partie humilité et de voir que certains commencent à se dire bah, oui, il faut peut-être trouver des postures plus humbles, plus modestes, et de se rappeler qu'on s'est créé non pas pour nous-mêmes, pour notre gloire, pour notre nom, pour notre autosatisfaction, pour grandir, pour croître, mais pour que des bénéficiaires puissent vraiment accéder à une meilleure vie. Alors, disant ça, c'est facile, surtout que voilà, voilà. C'est facile de le dire et beaucoup plus difficile de le mettre en œuvre. Donc, il n'y a bien sûr pas de jugement derrière. J'ai été la première à largement défendre les ONG où j'ai occupé des postes de direction. Merci beaucoup. On a beaucoup retrouvé cette question de qu'est-ce qu'on perd et comment ça se joue dans des organisations entre des fondateurs, des fondatrices et puis des plus récents qui n'ont pas toute l'histoire, ce que disait Jean-Martial, qui n'ont pas toute l'histoire de l'organisation et qui du coup ont souvent un regard plus radical et comment ça se joue pour pas que le fil se casse au sein des organisations. C'est intéressant comme question. Alors, Emmanuel du CFSI, merci beaucoup Nathalie. Je voulais aller un petit peu dans ce sens-là. Peut-être que l'audace, c'est accepter de disparaître pour se réinventer différemment. Alors, vous disiez au début que vous aviez regardé que la France, mais regardez la France en comparaison avec d'autres pays européens et mondiaux, notamment tout ce qui est panorama associatif et panorama d'OSI. On est quand même un cas à part. On a quasiment, je crois, la moitié des assos de l'Europe. On a beaucoup plus d'acteurs qui reçoivent des fonds publics de l'État en comparaison avec l'Espagne, l'Allemagne ou le Royaume-Uni. Et on a, comparé au nombre d'habitants, quasiment un taux d'association comme aux États-Unis. En fait, Alors, je ne dis pas que c'est mal, mais en fait, quand vous disiez un risque de fragmentation, en fait, on est déjà fragmenté. Pendant ces 30 glorieuses, à chaque fois que quelqu'un avait une bonne idée, il crée son asso. Du coup, plein d'assos se sont créés, qui aujourd'hui sont beaucoup à travailler sur les mêmes sujets, sur les mêmes zones. Alors, je ne dis pas que c'est mal, je ne dis pas que c'est bien, mais en fait, dans ce panorama, alors qui est petit, qui est moyen, qui est gros, alors je pensais que j'étais moyen, mais en vous entendant, je pense qu'on est minuscule. Et on oublie de dire qu'en fait, c'est les 20 plus grosses qui captent 95% des financements. Et du coup, cette fragilité, elle n'est pas du tout partagée du tout de la même manière. Et je pense que alors on est très en retard là, effectivement on est encore un peu dans la sidération, mais il y a vraiment un besoin énorme d'avancer sur ce que disait Nathalie. La mutualisation, c'est balbutiant, c'est sur quelques petites fonctions support, envisager des regroupements, des rapprochements, des fusions. Enfin, je ne vois pas très bien comment on survivra. Alors moi je disais il n'y a pas longtemps dans une réunion du F3E, pour moi c'est pas des vents contraires, c'est un blizzard en fait, parce que c'est très très dur d'avancer, de tenir debout et de ne pas tomber congelé. Mais je ne pense pas qu'on réussira. Je suis assez d'accord sur le fait que le monde ne reviendra pas comme c'était avant, mais on ne survivra pas si on n'avance pas dans cette idée, peut-être que je perds un peu une partie de mon identité, je me rapproche d'une autre, et puis on recrée quelque chose de nouveau, plus fort, avec un modèle économique plus diversifié, différent, des sujets différents. Enfin, je pense qu'on n'évitera pas cette phase-là. Merci beaucoup. Effectivement, en démarrant l'étude, on pensait voir plus de dynamique de mutualisation, ou en tout cas que ça soit une réponse qui soit plus systématique en fait. Et en fait, c'est ce que disait Jean-Martial. On
on a vu aussi la résistance, la difficulté en fait de structures avec des histoires, des identités, à penser cette mutualisation, et en même temps, tout en disant il faudrait pouvoir le faire. Donc effectivement, il y a un gros enjeu sur cette mise en lien. Bonjour, je suis Laure Bouteau, je travaille au groupe SOS et donc je suis dans une fonction mutualisée parce que je travaille pour les 5 ONG d'aide au développement qui font partie du groupe SOS sur leur développement. Et on a d'autres fonctions qui sont mutualisées. On a une RH commune à ces ONG par exemple. Voilà, donc c'est... ouais. Je sais pas, c'est pas forcément un exemple parce que ça fait pas l'unanimité, je le sais ici. Mais c'est nous notre modèle. Voilà. Je voulais vous poser un peu la question de savoir si vous avez regardé dans l'étude. Alors là, on est plutôt sur les ONG françaises, mais j'ai le sentiment que les ONG anglo-saxonnes n'ont peut-être pas la même réponse aussi sur ces sujets-là. Qu'il y a de l'innovation de leur côté sur comment est-ce qu'on fait aussi avec moins pour être efficace. Donc je pense à des ONG comme Living Good ou Pivot, qui est aussi une ONG malgache, ou Shamiri, une ONG kenyane. Bref, qui sont plutôt sur vos approches vues comme smaller. Je ne sais plus laquelle des... je pense que c'est Smaller is Beautiful, où en fait ils se mettent vraiment sur un petit chaînon de l'échelle sur laquelle ils travaillent. Et ils vont développer une méthode qu'ils prouvent comme efficace en travaillant avec des chercheurs, en fait, en partenariat sur un territoire avec des scientifiques et les autorités publiques du territoire. Et donc Pivot, par exemple, ils ont travaillé sur une zone de santé de Madagascar pour montrer comment est-ce que dans cette zone-là uniquement, on peut avoir une approche qui permet d'avoir des indicateurs de santé qui augmentent. Donc il y a vraiment le mix entre la recherche scientifique, le partenariat avec les pouvoirs publics, le fait de prouver qu'on a quelque chose qui fonctionne sur un territoire pour essayer d'obtenir des fonds pour passer à l'échelle. Je trouve que c'est un modèle assez intéressant. Nous, on ne travaille pas encore comme ça du tout. Je ne sais pas s'il y a des ONG françaises qui travaillent de cette façon, et je me dis que ça peut être peut-être une façon d'innover aussi sur les modèles. Ouais, moi j'écoute tout ça. Alors Dominique Pobel d'Equipop, donc on est menacé par les 5 causes de menaces là qu'on a vues. Juste peut-être un point, la restriction des espaces civiques, il n'y a pas que des conséquences sur la difficulté de faire du plaidoyer. On est plein d'associations qui travaillons sur les droits des femmes, sur les droits en santé sexuelle et reproductive, sur les droits LGBTQI+. Et là, c'est directement les actions qui sont impactées. Et donc là, on a vraiment du travail à faire et on tâtonne. Voilà. MDM sont confrontés aussi certainement parce que c'est le même sujet. Mais de façon plus globale, moi je suis étonnée que personne ne parle de mouvements de société civile à faire émerger, mais de mouvements mondiaux, internationaux, intercontinentaux. On reste là sur des discussions, nous les ONG françaises, eux nos partenaires au Sud, localisation, délocalisation, remettre en cause nos relations partenariales. Mais là, on est dans une situation où il faut faire émerger une société civile qui est contre ce qu'on veut nous faire aller vers un repli sur soi-même et qui serait en force pour faire face au masculinisme et aux plateformes anti-droit qui se créent, quoi. Et donc là, je vois pas beaucoup de mouvements émerger comme ça, mais les problèmes sont mondiaux, sont internationaux, et tout ce qu'on fait sectoriellement, on voit bien qu'il faut le faire en France, il faut le faire en Afrique sahélienne, tout est interconnecté. Et pourquoi on n'est pas capable de s'organiser pour montrer ça, quoi, et qu'il y a un autre monde possible, et il n'y a pas que le monde vers lequel on va, vers une économie de marché et uniquement de marché, qui ne laisse pas la place à la justice sociale, la justice financière, et qui ne protégera plus les plus vulnérables, et qui sont encore... Mais c'est... Voilà. Donc je crois que je vais être dans ceux qui sont indignés, moi. Ouais, c'est clair. J'allais dire, on est clairement positionnés. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ça serait quoi être audacieux dans ce contexte ? Excuse-moi, je ne vais pas répondre à cette question, mais
Anne Panel de FERT. Je fais partie des directeurs un peu seuls, directrices un peu seules. Voilà, donc merci pour cette journée, pour ça, pour se nourrir. Mais par contre, n'oublions pas, et merci CESUD, toutes les études qui ont été faites avant. L'étude sur le partenariat, l'étude formidable du groupe d'initiative sur les faux effets positifs du consortium, etc. Je crois qu'il ne faut pas tout jeter à la poubelle parce qu'on a une conjoncture nouvelle. En fait, il faut qu'on aille puiser. En tout cas, moi, je vais puiser là-dedans pour réfléchir les stratégies. Et alors, être audacieux? Non, bah, moi, c'était assez. J'avais mis, c'était être capable de lâcher prise. Voilà. Avec les partenaires. Ouais. Et pour moi, j'aime pas du tout le mot rapport de pouvoir. Je pense que pour moi, c'est pas ça le sujet avec nos partenaires. C'est un sujet de démarche. C'est une démarche construite pendant 40 ans sur un sujet. Et on est tous, autant qu'on est, sur des démarches qui ont une culture, qui se sont passées, qui se sont approfondies, etc. Et de lâcher prise, c'est accepter que cette démarche très qualitative, elle va perdre beaucoup en qualité parce que il n'y aura pas tout ça. Elle sera autre. Intéressant. Merci Anne. Oui, Pierre. Il y a devant. Il y a Pierre et Luc. Oui. Donc, Luc Arnaud, donc du GRET. Moi, j'ai mis comme l'audace, c'est s'imposer dans l'espace public. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a eu la manifestation de samedi dernier. Mais finalement, il y a eu quelques lignes dans les journaux, etc. Ça n'a pas fait vraiment grand bruit. Donc là, on a un vrai problème. On a un vrai souci. Et comment on fait tous ensemble pour pouvoir être plus visible par rapport à nos actions, etc. Il y a tout le travail que fait Coordination Sud, toute la campagne qui est chouette. Mais quand on a voulu couper les aides budgétaires du monde du sport, d'un seul coup, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Alors que nous aussi, on a des choses à faire valoir, etc. Et comment on arrive à le faire passer. Donc là, il y a un vrai souci. Donc ça, c'était pour le côté audace. Et je voulais revenir sur l'étude et le diagnostic. Moi, je pense qu'on a aussi une grande crainte. Et je ne suis pas toujours d'accord quand on dit localisation, ça veut dire que des Sénégalais au Sénégal, des Malgaches à Madagascar et des Français en France. Je pense que ce qu'on a réussi à faire pendant alors le GRET a 50 ans, pendant ces 50 dernières années, c'est réfléchir en j'arrive pas à le dire ça. Voilà, j'arrive pas à le dire. Ma grand-mère n'arrivait pas à dire Tchécoslovaquie, donc ils l'ont coupé en deux, mais moi, j'arrive pas à le dire. Mais le côté multiculturel, et ça, c'est enrichissant, c'est super enrichissant. Quand je pense que la plupart d'entre nous qu'on a commencé dans le développement, c'est ça qu'on voulait, c'est cette expérience-là qu'on voulait vivre. Et de part et d'autre, c'est super intéressant. Donc c'est pas chacun chez soi, etc. C'est au contraire comment continuer à avoir ces équipes internationales qui se parlent, etc. Avec bien sûr éviter tous les travers sur la décolonialité, etc. C'est pas les uns qui commandent et les autres, etc. Je pense que là on a encore peut-être des progrès à faire dans le management interculturel, mais attention à ne pas rentrer dans cet écueil-là, de dire chacun chez soi et ça ira beaucoup mieux, quoi. Merci Luc. Pierre. Oui, alors Pierre du Secours Populaire. Moi, je fais partie de ceux, le Secours Populaire fait partie de ceux qui pensent qu'il faut rester vraiment sur ces valeurs, être ancré dessus, notamment parce que ça génère quelque chose qu'on a peu abordé, que la collègue de Médecins du Monde a un petit peu effleuré aussi, c'est le militantisme et le bénévolat. Alors le bénévolat, il n'est pas vraiment dans les débats ici, alors que le bénévolat, c'est avoir des bénévoles, c'est aussi changer peut-être de posture, c'est-à-dire se dire que la solidarité internationale n'est pas une affaire d'experts, mais à partir du moment où on a une conviction, les valeurs un peu que tu décris tout de suite, ça nous fait une richesse humaine qui peut réduire des coûts, si on veut aborder l'un des aspects là, que vous avez démontré là, qui permet d'aller collecter. Le Secours Populaire, son modèle économique, c'est la collecte populaire. C'est on va sur les marchés, on collecte 1 euro, plus 1 euro, plus 1 euro. C'est ça. Alors, il faut du monde. Il faut du monde, donc c'est aller chercher ces bénévoles-là. Et pour aller chercher ces bénévoles, il faut transmettre, il faut partager une conviction. On ne peut pas devenir bénévole comme ça de n'importe quelle organisation. Il faut partager ces valeurs-là. Donc pour le maintenir, je crois qu'il faut être recentré sur ces valeurs. Le bénévolat, ça permet le lien humain.
hein. C'est-à-dire qu'on va faire réseau. Faire réseau, les amis de mes amis sont mes amis, c'est ça aussi qui va peut-être parfois réduire les coûts parce qu'on connaît dans tel et tel pays un partenaire qui connaît un autre partenaire et qui nous permet d'intervenir plus rapidement, qui nous permet d'intervenir de façon peut-être plus pertinente aussi dans ces différents pays. L'autre modèle aussi qui nous sauve un peu, je pense, au Secours populaire, c'est le modèle de la décentralisation. Peut-être juste pour revenir sur le bénévolat, on peut dire, oui, pour le Secours populaire, vous avez énormément de bénévoles, c'est clair, on en a énormément. Il faut savoir que le bénévolat, c'est quand même créé dans un contexte extrêmement difficile, qui est celui de la guerre, de l'après-guerre, hein, où devenir bénévole de Secours populaire, c'était risquer sa vie. Donc, à un moment donné, on peut quand même aller créer ce réseau-là. Ça prend du temps, hein, 80 ans, ça prend du temps, mais en tout cas, j'ai cette conviction-là. Et donc, l'autre aspect qui nous préserve, hein, le Secours populaire, ce n'est pas une grosse ONG internationale. Hein. On est 10 dans l'équipe internationale, 5, 6 millions d'euros. Donc, on n'est pas... voilà. Après, une autre structure française aussi qui fait qu'on est gros. Mais, donc, cette décentralisation. Le Secours populaire, il est décentralisé en France. C'est-à-dire que chaque secours populaire que vous allez voir dans les départements est une association de loi 1901 avec son propre budget, les propres employeurs, etc. Et donc, cette décentralisation fait qu'on démultiplie la capacité de mobiliser des bénévoles, la capacité de collecter, la capacité d'aller peut-être aussi chercher des subventions. Et c'est un peu pareil sur l'international, c'est-à-dire que cette relation partenariale qui n'est pas du Secours populaire, mais qui est avec des partenaires locaux, démultiplie, je crois, aussi cette capacité à tenir, à réagir et à se financer. Voilà. C'est intéressant parce qu'on a vu dans un profil d'organisation qui est sur cette ligne en disant on veut affirmer fort nos valeurs, on veut retrouver le lien plus fort avec notre base militante, éventuellement trouver d'autres militants, des bénévoles, à la fois pour répondre à la question de notre modèle économique, à la question de quel acteur politique on est, se réancrer dans son bénévolat et sa base de militants. C'est une des voies qu'on a vues sur plusieurs organisations et que tu décris très bien là avec le Secours populaire. Donc une des façons d'imaginer la suite dans ce contexte, quoi. Agnès. Oui. Pour moi, donc Agnès Belaïd, CFSI, je pense que là où il ne faut surtout rien lâcher, c'est sur le sens de l'action, sur les valeurs. Ça, c'est fondamental. Ça doit rester une boussole et éviter l'entre-soi. Donc là, effectivement, hein, vous l'avez mentionné, c'est une étude qui porte sur des organisations françaises de solidarité internationale, mais ne rien lâcher, ne pas rester entre soi. On est sur des enjeux communs, on est sur des enjeux partagés. Je pense que les sociétés civiles partout dans le monde aujourd'hui, qu'on soit aux États-Unis, qu'on soit au Salvador, qu'on soit en Guinée ou en Asie ou au Moyen-Orient, c'est un peu le même combat. Et quand je dis ne pas rester entre soi, c'est aussi mailler dans notre écosystème dès maintenant. On a des alliés, donc avoir des démarches plus réacteurs. Vous mentionnez également dans l'étude le fait que la mise à mort du USAID en fait, a été en partie, une petite partie contrebalancée par des grands philanthropes qui vont à l'encontre de ça. Donc comment on fonctionne justement dès maintenant pour mailler, en partie en shadow, je pense, parce qu'il ne faut pas sortir à visage découvert, mais en tout cas aller chercher des alliés dans l'administration, parce qu'il y en a beaucoup, des alliés politiques, des alliés chez les acteurs économiques, dans le monde de la recherche, etc. Et je pense que là, c'est une des réponses qu'on pourrait peut-être apporter. Ici, ailleurs. Merci beaucoup Agnès. Dernière intervention et on clôt, c'est ça ? Allez-y. Marilyn, je préside un think tank, donc un petit peu différent. Et déjà, grand merci, et je vois que tout le monde est sur la route de la mutualisation, ce que je trouve formidable, tous ces apports de chacun et de chaque OSI. Je voudrais revenir peut-être pour continuer à réfléchir, puisque l'association est un think tank, sur la transformation de ces associations. Je pense que c'est quelque chose à continuer à penser de façon ouverte. Une idée qui n'a peut-être pas été évoquée et appropriée, qui est finalement la continuité qu'on a entre les années 60-80,
qui étaient les années des administrateurs de nos anciennes colonies, dont vous vous souvenez certainement, et ces administrateurs qui formaient le ministère des anciennes colonies, hein, le ministère des territoires étrangers. Et puis donc cette cassure en 1980 où ce ministère a été chassé. Et puis ces belles associations, ces belles ONG, ces entrepreneurs innovants sur le terrain qui ont vu arriver une masse financière qui a été formidable, MSF en Afghanistan, etc. Et qui, des années 80 jusqu'aux années 2019, ont fait ces 30 glorieuses, j'aime beaucoup l'expression, formidable, hein, qui ont fait ces 30 glorieuses des OSI. Mais cette masse financière, il a fallu la gérer. Et donc, ce côté administratif, peut-être ça, je me disais, peut-être on pourrait y réfléchir. Il a fallu administrer. Alors, est-ce qu'on n'est pas, c'est vraiment une hypothèse à penser, hein, mais est-ce qu'on n'a pas perdu un peu notre âme avec cette administration à la façon des administrateurs? Et donc, juste, je voulais remonter sur le bas, parce qu'on n'a pas bien vu le bas. Et moi, j'étais en bas. Alors, voilà, j'étais en bas sur l'innovation, sur la cinquième case, avec des modèles innovants, voilà. Et j'étais sur la zone grise. Est-ce qu'on ne peut pas shipper aux anciens plutôt que l'administration de cette grande masse d'argent? Est-ce qu'on ne peut pas shipper un travail un peu plus audacieux, puisque c'est le terme qui a été suggéré, que je trouve superbe, et se mutualiser avec des zones grises, avec des envies de se transformer, avec pas un abandon de nos valeurs, mais un abandon de nos dogmes. Voilà, je ne vais pas être trop long parce que je suis la dernière, et merci vraiment pour tout. Merci beaucoup pour toutes les interventions. On clôt peut-être. Ah, Jérôme. C'est moi qui clôt, voilà. Merci beaucoup, vraiment un grand merci à vous, Martin, Jean-Martial, à Anna, pour cet après-midi qui nous a permis, je pense, un peu de prendre de la hauteur par rapport à ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc c'est bien de nous amener là sur cet hélicoptère. Et regarder en fait qui nous sommes. Vous nous avez tendu un miroir finalement aussi de ce qui est en train de se passer dans le secteur. Et c'est un miroir et c'est aussi, je crois, un peu une boîte à outils ou une boussole qui nous donnerait en fait plusieurs chemins, parce qu'il n'y a pas un chemin. Je comprends qu'il n'y a pas un seul chemin. Mais voilà, chacun de nous de trouver le chemin qui lui convient au mieux pour se transformer. Moi, ça m'a aussi interrogé par rapport à nous comme plateforme, bien sûr. Il faudrait peut-être faire une étude sur les plateformes et ce qu'elles sont en train de vivre pour pouvoir accompagner vous les membres de ces plateformes et puis un peu l'ensemble de l'écosystème. Je pense que ça mériterait qu'on réfléchisse en fait de quoi on a besoin, nous, pour mieux vous accompagner vous. Donc voilà, je laisse la question en l'air, mais certainement l'occasion qu'on va avoir là de diffuser l'étude dans plusieurs espaces, et on espère justement toucher plusieurs plateformes européennes. Ça va nous permettre d'enrichir peut-être aussi cette question, de nous ouvrir, parce qu'effectivement on a parlé des ONG françaises, mais je crois que pour discuter avec nos homologues, c'est ce que vivent évidemment beaucoup de nos confrères, consoeurs au niveau européen. Et puis, là, on va avoir la chance justement de poursuivre avec une restitution de l'étude de Yaran sur le futur de l'aide, donc le 19 novembre, où on va un peu confronter aussi le travail qui a été mené là par cette étude avec ce qui a été fait par Yaran à un niveau plus global. Donc ce sera intéressant de voir aussi ce qui se passe
à un niveau global. Et bon, pour avoir un peu regardé, on constate énormément de convergence, quoi. Donc voilà, les prochains rendez-vous pour approfondir la réflexion. Donc là, effectivement, Karine l'a dit, on a le 27 novembre où on va pouvoir approfondir sur les questions de partenariat, d'action dirigée localement et de décolonisation, avec d'autres témoignages et d'autres opportunités pour mutualiser un peu les expériences des uns et des autres. Donc cette étude qui sera présentée le 19 novembre avec la Croix-Rouge française, donc l'étude de Yaran. Et puis donc on a prévu aussi différents espaces. Là on est en train de prévoir un plan de diffusion parce qu'en fait, bon, c'est vrai que ça a été une première, je crois, de faire une étude aussi participative durant sa conception, son élaboration. Mais là aussi, ça va porter ses fruits que si on arrive à valoriser cette étude dans tous les espaces, donc auprès de vos associations et auprès d'autres alliés partenaires de tout l'écosystème de la solidarité internationale. Donc voilà, donc on est en train de prévoir ça avec à la fois un travail qui est prévu là en décembre au sein de l'AFD. Et également, on a une demande aussi au niveau du MEAE. Et puis donc dans d'autres espaces au niveau européen. Voilà, il y a aussi, alors il y a encore des choses qui vont se mettre en place. Donc il y a l'étude sur les impacts des coupes qui a été réalisée avec Carte ONG, donc pour décembre. Il y a, pardon. Oui, pour le 19 novembre, c'est le même jour que Yaran. Mais ce sera dans l'après-midi. Yaran, ce sera en soirée. Donc, il y a également la restitution de l'étude sur comment nos organisations ont avancé sur les questions de genre et droits humains. Donc, là, l'étude, elle sera restituée le 6 novembre. Et puis, donc, on est en train aussi de voir, on est en dialogue avec l'AFD et d'autres acteurs pour réactualiser l'étude sur les modèles socio-économiques. Donc la dernière étude datée de 2020, et donc là on aimerait avoir une photographie aussi de nous tous, voilà, au moins en 2025, en tout cas avoir cette évolution de 2020 à 2025 pour pouvoir continuer à réfléchir sur le futur, sur comment se transformer, se réinventer. Donc voilà, ça ce sera pour 2026. Je crois que j'ai tout dit au niveau des grands rendez-vous, sauf Luc, tu nous rappelais, donc on est en train de travailler, on est en train de sélectionner l'agence pour cette campagne sur la solidarité internationale. Là aussi, c'est une première pour Coordination Sud de faire une campagne qui va s'adresser au grand public, mais qui a besoin de vous tous, en fait, toutes vos organisations, pour que cette campagne ait le plus d'impact possible et qu'on soit effectivement un peu plus présent sur l'espace public et dans les débats publics. C'est ce qui nous intéressera. Donc bon, voilà, on croise les doigts pour que l'agence soit le plus créative possible et qu'elle nous permette ça en 2026. Voilà, je remercie aussi la Fondation Jean Jaurès qui nous a accueillis dans ces locaux. Je remercie vous tous, les 188 membres qui nous ont permis, avec l'appui de l'Agence française de développement et de la Fondation de France aussi, de faire ce type d'études. L'ONG Lab, c'est un espace qui n'a pas beaucoup d'années, mais qui s'est vraiment installé dans le panorama, et on espère pouvoir le garder le plus longtemps possible. On en a besoin en ce moment. Donc voilà, je vous propose maintenant de prendre un petit verre. Ce sera sobre, humble, mais audacieux, on espère. Voilà. Bonsoir à tous.